Et ce sont Alain Crémont et Valère Pelletier qui vont nous rejoindre maintenant pour évoquer la problématique qui est le recyclage des terrains ou des bâtiments plutôt que bien sûr étendre les villes. C'est une option pour réduire l'artificialisation des murs ou du foncier, parfois, souvent, à l'état de friche et qu'il faut requalifier. De quoi parle-t-on exactement lorsqu'on évoque des friches? Comment s'y prendre face à une friche? Élément de réponse avec le maire de Soissons, président de Grand Soissons Agglomération, Alain Crémont. Merci, monsieur le maire, d'être resté avec nous tout au long de cette matinée. Et le directeur adjoint de l'EPFLO, responsable du pôle foncier, Valère Pelletier. On va commencer avec vous, Valère Pelletier, si vous voulez bien. Vous êtes équipé, c'est bien. De quoi parle-t-on? Quelle réalité derrière ce terme générique, friche? C'est Nathalie Tanière qui nous a rejoint. Je vous la présenterai un peu plus en détail quand elle prendra la parole tout à l'heure. Une friche. Alors, merci, bonjour à tous. Sur la question de friche, alors c'est vrai qu'on en a parlé rapidement tout à l'heure. Nous, EPF, on va se poser sur cette question-là sur le point de vue du praticien. Enfin, alors c'est un peu paradoxal parce que la première définition que je vais vous donner, c'est celle du Code de l'urbanisme, mais elle est assez globale et généralisante sur ce sujet et c'est la façon qu'on a d'appréhender le sujet. Aujourd'hui, une friche, c'est avant tout un foncier, qui soit bâti ou non bâti, inutilisé, et qui en fait va nécessiter pour son réemploi, sa remise sur le marché, des travaux. Alors des travaux divers et variés dont on pourra parler tout à l'heure, mais voilà. Donc partant de là, et qu'importe la surface, ça qu'importe peut la être des surface, petites voilà. choses. On va en parler un peu parce que justement, si le sujet aujourd'hui est de plus en plus présent dans le débat de la friche, c'est qu'on voit que dans l'imaginaire collectif, la friche, ça a longtemps été l'ancienne usine, enfin le résultat de la déprise industrielle. Aujourd'hui, la friche, en tout cas, quand on est sollicité par des élus, puisque enfin, on est de plus en plus sollicité par des élus, enfin, je pense que parmi les EPCI adhérents à l'EPF, aujourd'hui, il n'y en a pas un qui n'est pas un dossier friche. Enfin, il y a même certains qui en ont beaucoup. Mais en tout cas, sur ce sujet-là, on voit il est prégnant. Pour plusieurs raisons, on a parlé de changement de paradigme tout à l'heure. Les dossiers friches, pendant longtemps, étaient des biens hors marché. C'était des biens qui, par les moyens à investir pour les reconquérir, étaient inenvisageables pour les collectivités. Aujourd'hui, alors c'est pas tout à fait nouveau qu'on s'intéresse aux friches, hein, mais aujourd'hui, ce qui change, c'est la proportion. En fait, les friches, aujourd'hui, déjà, on peut s'occuper de tout ce qui fait friche. Donc ça peut être simplement une ferme à l'abandon en cœur de ville parce qu'il y a une succession qui est vacante, parce que pour différentes raisons. Mais du coup, ça peut être un tout petit foncier qui est une friche, comme des très grands fonciers. Et aujourd'hui, la sobriété foncière dont on parle, aujourd'hui, le besoin de retrouver du foncier sans urbaniser nécessite de s'intéresser particulièrement à ces dossiers. Alors justement, ces dossiers, vous dites qu'ils sont de plus en plus nombreux, qu'il y a une montée en puissance de ces dossiers auxquels les EPF vont devoir faire face, mais vous dites aussi que ce sont des dossiers compliqués. Quelle est la complexité particulière de ces dossiers? Et, pardon de poser la question un peu brutalement, quelle est votre valeur ajoutée à vous, EPF, dans le traitement de ces dossiers si spécifiques? Alors, c'est vrai que c'est des dossiers particulièrement exigeants pour un certain nombre de raisons. En réalité, les moyens à déployer sur ces dossiers sont des moyens assez importants. Et quand je parle moyens, je ne parle pas uniquement, on parle souvent des finances parce qu'on va tout de suite voir le coût de la dépollution, de la démolition, mais en réalité, la complexité, elle est liée à plusieurs choses. Elle est liée donc à la question des moyens, mais à la question de l'ingénierie. L'ingénierie à mobiliser autour de ces dossiers, elle est particulièrement conséquente. Et en fait, il n'y a aucun acteur qui a seul toutes les réponses sur ces dossiers-là. Donc l'EPF, nous, en intervenant sur le volet foncier, en fait, on va avoir un rôle, comme souvent sur des dossiers de recyclage de manière générale, d'assemblier d'acteurs. Donc il y a un certain nombre d'actions, et je l'ai détaillé, qu'on peut faire, nous, en direct, mais souvent, on va avoir le rôle d'agréger les acteurs autour de la question de la maîtrise de ce foncier et de sa remise sur le marché. Et du coup, dans les thématiques qu'on voit systématiquement sur ces questions-là, ça va être déjà quelle est la nature de ce foncier, de quoi parle-t-on. Souvent, on a des questions, des problématiques de sol, de pollution, de bâti. Donc, on voit que tout de suite, il y a déjà à investiguer la nature de la friche, parce que la question du maire ou de l'élu qui nous contacte, c'est j'ai une friche sur mon territoire, qu'est-ce que je peux faire?
Oui, mais de quoi parle-t-on? Et donc, on voit qu'on a une analyse particulière à faire sur ces sujets-là. Alors, nous, EPF, on va apporter des cofinancements, d'études, de l'ingénierie déjà sur la définition de qu'est-ce qu'on a sur le site, parce qu'on a des bâtis qui parfois présentent des intérêts patrimoniaux intéressants et donc pourraient être réutilisés. Et donc, rapidement, ça va questionner une deuxième thématique, qui est la thématique de l'usage. Enfin, de l'usage, en tout cas de l'usage souhaité à terme. Quel est le projet? Donc ça, c'est un parcours assez itératif, puisqu'il va y avoir toujours, dans un premier temps, ce que je voudrais, et après ce que je pourrais. Et en fait, on va discuter entre ces deux extrêmes sur comment, progressivement, arriver à un projet qui est envisageable sur ce sujet-là. Donc ça, c'est pareil, c'est un accompagnement, c'est la pédagogie, c'est des études. On va voir des exemples, mais encore une Oui. question pour vous. Il y a des fonctions des EPF qui sont connues, acquisition, les négociations, portage et stockage, donc financement et puis entretien de ces actifs immobiliers. Mais il y a aussi le proto-aménagement. Qu'est-ce que c'est le proto-aménagement? Alors, juste avant de décrire le proto-aménagement, il faut bien voir que le proto-aménagement qui consiste, enfin je vais commencer peut-être par le dire quand même, le proto-aménagement qui consiste en fait à traiter, à préparer le foncier pour son usage futur. Donc c'est pas l'aménagement, la création de voiries, de bâtiments, etc. C'est nettoyer, pour faire simple, le terrain, le démolir partiellement, en totalité, ou plutôt déconstruire comme on fait de plus en plus souvent. On aura des exemples tout à l'heure sur Soissons, mais voilà. Donc il y a ce travail-là, et puis il y a le travail évidemment de dépollution, puisqu'on arrive souvent sur des fonciers qui sont plus ou moins impactés par la pollution. Donc ça, c'est des sujets qui nécessitent beaucoup d'ingénierie. Alors on a, nous, des moyens en interne, on est accompagné sur ces sujets-là par des experts divers et variés, puisque la question peut être parfois très complexe, puisqu'on a des exploitants qui ont disparu, on a des exploitants qui sont encore présents et qui ont des cessations d'activité, par exemple, à finir. Là, je parle de dossiers plus industriels. Enfin, on a des cas très divers et variés, mais qui nécessitent systématiquement une réflexion approfondie sur ces sujets et qui se questionnent les thématiques dont on parlait précédemment. Donc l'EPF, sur ces questions-là, on va travailler en partenariat avec la collectivité et un certain nombre d'acteurs, mais tout ça nécessite des moyens conséquents, et on a parlé tout à l'heure, et j'en profite pour remercier, mais sur le fonds friche, le sujet fonds friche, on a eu un certain nombre de dossiers, que ce soit sur le territoire du Soissonnais ou ailleurs, où on a accompagné les collectivités dans le montage de ces dossiers-là, qui sont un peu complexes, Ouais. mais qui à la fin apportent une vraie plus-value et des moyens supplémentaires et un véritable effet levier. Et donc là-dessus, moi je remercie les services de l'État, parce qu'il y a eu en plus de la souplesse dans la façon d'appliquer les choses. Du coup, aujourd'hui, c'est important d'arriver à pérenniser ces sujets-là, parce que ça permet vraiment d'accentuer l'action sur ce type de foncier qui nécessite vraiment des moyens conséquents. Alain Crémont nous dira ce qu'il pense de vos services dans un instant, mais on va se concentrer, Monsieur le maire, Monsieur le Président, si vous voulez bien, sur des exemples. Vous nous avez parlé de la Cité de la Musique et de cette friche militaire. On peut parler aussi de friches industrielles qui sont voisines l'une de l'autre, d'ailleurs, si je ne me trompe pas. C'est Baxi et Phocast. De quoi s'agit-il? Quels sont les enjeux? Qu'est-ce que vous voulez faire ou qu'avez-vous fait déjà de ces sites? Alors, ce que je voudrais, pourquoi je suis là, c'est aussi pour montrer à mes collègues que le partenariat avec le PFLO, c'est quelque chose de très important, parce que ça nous permet d'abord, de gagner de l'argent, mais aussi, surtout, de gagner du temps. Ce que vous n'avez pas toujours pensé, monsieur le maire. Ah oui, c'est vrai. Oui. On va en parler. C'est vrai que lorsque je suis arrivé aux responsabilités, le dispositif du PFLO était lié à un pourcentage de logements sociaux. Vous comprenez que le maire nouveau que j'étais, avec 42% de logements sociaux, que représentant 77% des logements sociaux de mon agglomération, donc la ville, ça sert aussi à ça. Souvent en ruralité, Philippe, il n'y a pas beaucoup de logements sociaux, on y travaille. Et donc, voilà. Et donc j'étais plutôt critique, disons-le. Parce que mes Soissonnais payaient la TSE, entre 6 et 10 euros par habitant, et n'avaient pas de retour au niveau de la ville. Et depuis, force est de constater que le PFLO a changé son dispositif. Et là, c'est ouvert pour nous un champ des possibles, et dont je vais parler dans quelques instants, pour imager les opérations qu'on a pu faire avec le PFLO. Donc le PFLO, un chiffre, 23,5 millions d'euros d'engagement sur le territoire. Pour ceux qui connaissent les problématiques que l'on a, les problématiques budgétaires, ça en dit long, avec déjà 15,6 millions déjà de dépensés. J'ai voulu prendre 3 exemples, parce qu'à Soissons, on a à la fois
bien sûr, beaucoup souffert de la désindustrialisation. Hein. C'est, je le disais encore hier, dans une assemblée à Paris, des années 80 à 2000, c'est pas moins de 7000 emplois industriels avec des fleurons qui ont fermé leurs portes. Et donc, on se retrouve avec des friches industrielles aux entrées de ville, dans lesquelles, vous le comprenez, l'acceptabilité de réindustrialiser en entrée de ville, on a déjà du mal à le faire à 5 km, donc comprenez les difficultés qu'on peut avoir. Donc, comment, avec le PFLO, on peut à la fois requalifier nos friches, et je suis un maire qui ne vient pas pour dire ce qu'il faut faire, moi je viens un maire qui vient avec un projet et qui dit comment vous pouvez m'accompagner. Donc le premier projet, vous l'avez dit, c'est Baxi Focast, hein, c'est 9 hectares. Focast, c'était une ancienne fonderie. Baxi, chacun s'en souvient, c'était les chaudières. Et on se retrouve du jour au lendemain avec 9 hectares en pleine entrée de ville, complètement à l'abandon. Donc on a un projet sur cette friche industrielle de réhabiliter sur la friche Focast pour en faire une grande salle multifonctionnelle à vocation économique. Et je regarde la région parce que c'est des débats qu'on aura avec Xavier Bertrand dans quelques mois, à usage économique, à usage sportif, à usage culturel. En gros, en étant modeste, une aréna. Donc ça a été racheté à l'euro symbolique, 525 000 € d'études et de dépollution, 4 688 000, donc le coût total de dépollution, mais, et là, monsieur Ladréal, 2 347 000 € qui est financé par l'ADEME. Donc, ce qui fait qu'en matière, vous le voyez tout de suite, en matière de portage, sur 3,5 hectares et demain sur 6 hectares, 9 hectares, puisqu'il faut intégrer Baxi, on a un taux de sortie qui est tout à fait acceptable pour une collectivité, pour une agglomération comme Soissons. Ensuite, je voudrais parler d'un projet économique. Ceux qui connaissent Soissons ou ceux qui sont venus par la gare, je regarde Philippe, ont bien vu qu'on était en pleine requalification de la gare, aidé en cela aussi par la région, avec un certain nombre de friches, donc ce qu'on appelle la friche Lamberty, et avec la création d'un pôle économique, et bien là, c'est la sortie d'1 800 000 € avec une minoration foncière, et là encore c'est important, de 551 000 €. Il y a aussi l'ensemble des friches avec lesquelles on a travaillé bien sûr en matière de financement, mais proto-aménagement et d'aménagement, et avec Nathalie Tanière on en parlera, sur ce qu'on appelle le village entreprise, mais aussi le pôle automobile. Et là encore, on a eu une minoration foncière de plus de 69 000 €. On a aussi, j'en parlais tout à l'heure, sur la friche BSL, donc qui était un des fleurons de la chaudronnerie industrielle liée au nucléaire. Peut-être que de nouveau, on va avoir besoin de... Et donc, la requalification d'un certain nombre de bâtiments qu'on appelle le bâtiment P4 et donc qui vont être acquis pour 3 200 000 € avec un taux de sortie de 1 800 000 €. Donc, vous voyez bien, mes chers collègues, que tous ces projets qui nous permettent à la fois d'aller très vite dans la reconstruction et dans la requalification de nos espaces, notamment en entrée de ville, ne serait pas possible et devrait se faire sur plusieurs mandats si on n'avait pas l'apport à la fois de l'État, bien sûr, mais aussi de l'EPFLO. Un dernier projet dont je voudrais parler... Juste revenir, s'il vous plaît, monsieur le maire, sur Lamberty. Quel est l'objectif? Vous nous avez dit pour Focast ce dont il s'agissait, mais pour Lamberty, qu'est-ce que vous voulez en faire? Lamberty, je n'ai peut-être pas assez suffisamment clair parce qu'on connaît les projets, mais c'est le pôle automobile donc, qui est créé avenue de Reims. Et donc la concentration, la volonté de concentrer à un seul endroit, dans un seul pôle, l'ensemble des pôles automobiles. Ok, très bien. Donc d'où Ténédor, que chacun sait ici à Soissons, Mercedes, qui a fait l'acquisition d'une partie récemment. Merci de cette précision. Et juste peut-être aussi pour compléter sur cette opération-là, puisque pour l'EPF c'était quelque chose d'un peu différent d'habitude. Là on a fait une démolition partielle puisque toute la structure du bâtiment existante sur site a été conservée et aujourd'hui sert d'ossature au bâtiment qu'on voit sur les illustrations. Voilà, donc c'était aussi un peu à la carte. Hein. Voilà, on n'est pas simplement à démolir, dépolluer et rendre un terrain nu. Hein. Enfin, ça me permet de rebondir sur le premier projet. Là je regarde le monsieur Ladréal quand on parle de ZAN. Donc vous avez compris, Focast, une fonderie, 3 hectares et demi, Baxi, 6 hectares. On va renaturer 3 hectares et demi.
Donc important parce qu'on rend là, grâce à cette friche industrielle dépolluée, renaturée, comment dirais-je, Ouais. des hectares. Donc là, pour le coup, vous désartificialisez tout en réaménageant. Voilà, donc là, le souhait de Baxi sur les 6 hectares, c'est de conserver ce qui fait, comment dirais-je, l'historique de la vie industrielle, mais en renaturant. Et donc là, effectivement, vous avez raison, on rend 3,5 hectares à la nature. Et donc au sol, à l'eau, etc. OK pour Lamberty, OK pour Phocast, OK pour Baxi. Vous vouliez nous parler des pépinières Maillard. Alors, c'est une autre friche sur laquelle on a un projet innovant. Et bon, je veux pas revenir sur ce qui a déjà été dit. Bien sûr, je partage complètement ce qu'a dit Philippe Alpi tout à l'heure. Je veux dire, il faut repenser le logement de demain, quoi. Et c'est vrai que nous, en ville, par rapport à la ruralité, enfin, dans les centres-bourgs, on a l'habitude de densifier. Mais c'est vrai que je partage complètement cette nouvelle manière de voir les choses. C'est-à-dire que ce que me demande, et c'est un exemple que j'ai avec 2 personnes, un couple, lui travaille chez Europe 1 et elle travaillait chez Canal+, maintenant elle est chez Dalkia, et c'est des gens qui étaient dans la région parisienne et qui sont venus à Soissons. Donc un jour, ils m'invitent chez eux, et donc ils ont une belle petite maison rue Porte-Crouy. Je leur dis, mais il est où votre terrain? Il m'a dit, ben, c'est là. Ils avaient un terrain de 70 mètres carrés qu'ils avaient fleuri. Et pour eux, je dis, mais pourquoi vous êtes venus à Soissons? Ils m'ont dit, mais vous plaisantez. Pour avoir ça à Paris, mais c'est juste impossible. Donc, vous voyez, dans les mentalités, il y a aussi les mentalités de nous qui sommes présents. Et effectivement, on ne peut pas concevoir, nous, les ruraux, mais même les urbains, de ne pas avoir une maison sans avoir au minimum 1000 ou 2000 mètres carrés. Eux, avec 100 mètres carrés, 50 mètres carrés, ils s'en suffisent. Ça leur suffit. Donc voilà, donc le projet d'habitat est là, justement, va intégrer toute cette innovation. Et là, on va faire travailler les architectes sur la nouvelle manière de concevoir l'habitat en milieu urbain. C'est-à-dire que la place de la voiture aura sa place, mais pas toute sa place, elle restera à l'entrée. Et avec de l'éco-pâturage, avec des maisons en bois. Donc on fait phosphorer un certain nombre d'architectes à une autre échelle, à l'image de ce que fait le maire de Montpellier quand il fait ses folies, là, hein, et qui a débouché sur, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'Arbre Blanc, qui est un immeuble fait par le japonais Sufi Jumoto, qui est juste extraordinaire, qui est en plein cœur de ville à Antigone, et qui est avec des terrasses, là, pour le coup, qui permettent aux gens de vivre en appartement en R plus 10 ou 12, mais comme s'ils étaient dans de la ruralité. Donc voilà, donc, ce parc éco-pâturage et esprit de village, c'est 105 logements, et on travaille avec comment dirais-je, avec le EPFLO, notamment sur une DUP, puisqu'on n'a pas pu acquérir l'ensemble. Et donc on montre à voir par 105 logements, et il y a 105 autres logements qui vont venir par la suite, lorsque nous aurons été au bout de ces 2 DUP. Ce que je veux dire, c'est aussi à mes collègues, c'est que le PFLO, c'est pas simplement du portage foncier, quoi. Vous l'avez dit, c'est de l'ingénierie. C'est aussi de la compétence. Il faut aussi avoir l'humilité, même pour moi parfois c'est difficile, de savoir qu'on ne peut pas tout faire, qu'on ne peut pas tout connaître, et qu'il faut pouvoir partager avec ceux dont c'est le métier. Et moi, je me réjouis, même si j'étais quelqu'un de critique et de réticent au début, de pouvoir travailler avec le PFLO, parce que c'est aussi avec le PFLO qu'on peut reconstruire et qu'on peut requalifier l'ensemble de notre territoire. Une dernière question avant de donner la parole à Nathalie Tania. On a vu tout à l'heure avec Philippe Alpi un maire très engagé dans la désartificialisation, mais on sait aussi que nombre de vos collègues ils sont plutôt hostiles. Quelle est votre position à vous, à la fois président d'agglo et maire, à l'égard de cette tendance, ou de cette volonté plus exactement, de désartificialiser et d'arriver à zéro d'ici, en 2050? Moi, je pense que tous ceux qui me connaissent le savent, je dis toujours, vous savez comment on mange un mammouth? Bouchée par bouchée. Donc on ne peut pas, c'est vrai qu'il faut penser à aménagement du territoire, fiscalité, etc. On aura à y travailler, notamment, puisqu'on parle de territorialité, au niveau du PETR, c'est l'arrondissement, c'est 110 000 habitants. On va avoir à travailler avec les membres du conseil de développement, d'ailleurs, qui sont là sur le SCOT. Ça va prendre du temps, il y aura des échanges, on ne sera pas toujours d'accord, mais c'est ensemble qu'on va construire sur notre bassin d'emploi. Je n'ai pas répondu complètement à votre question. Non. Non. Non.
Bon. Mais peut-être vous Alors je vais le le faire avec un exemple que j'ai vécu récemment et qui va se concrétiser. L'équipe précédente avait prévu un écoquartier. Et là, je ne sais pas où est mon ami Robert Boitel, qui est le vice-président de la Chambre d'agriculture, il est là-haut, avait prévu donc un écoquartier qui allait prendre en gros 20 hectares de terres agricoles. Eh bien, je suis allé voir le maire concerné, sur lequel devait y avoir lieu cet écoquartier, et on s'est mis d'accord pour ne pas prendre plus de 4 à 5 hectares, de reconstruire en voie et de rendre là, enfin, de ne pas prendre plutôt, mon cher Robert, 15 hectares au secteur agricole. Et ça a été tout à fait accepté par le maire. Pourquoi ? Parce que derrière arrivent aussi des bailleurs sociaux qui là va faire 15 logements et un autre bailleur social qui là va faire 30 logements. Et un maire de commune rurale, il n'est pas là pour avoir 150 logements d'un seul coup. Et il faut pouvoir adapter aux équipements publics, aux écoles, etc. Donc c'est un exemple d'un maire de ville-centre, président d'agglomération, et ce n'est pas toujours facile, parce qu'on a parfois l'impression que c'est la ville-centre, alors qu'on est une ville urbaine, hein, 29 000 habitants, c'est un grand village. Et donc, en discutant, en partageant, en regardant les problématiques des maires de communes rurales, eh bien, je pense qu'on aura cette capacité de répondre aux exigences. Là, ce n'est même plus des exigences, on le doit, tu l'as dit Philippe, à nos enfants, nos petits-enfants de demain. C'est nous qui construisons leur vie de demain et il faut y aller. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de maisons qui se construiront en ruralité. Si ça a une vocation, c'est aussi un autre village de Soissons qui s'appelle Paly, qui a commencé à faire du R+1 et R+2 de manière intelligente. Donc voilà, tout ça est un mix et je pense qu'en discutant, en dialoguant, on va y arriver. Vous évoquiez la nécessité de s'entourer de spécialistes, d'experts, de gens pointus dans leur spécialité. C'est le cas de la SEDA, c'est une société d'économie mixte d'aménagement et de construction. Elle réalise des études, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'ouvrage déléguée et même des concessions. Et pour nous dire comment la SEDA travaille avec les aménageurs, ce qu'elle apporte, eh bien, nous écoutons la directrice de la SEDA. Il s'agit de Nathalie Tanière. Bonjour madame, nous vous écoutons. On va juste ouvrir le son sur les micros du pupitre, ça va prendre juste une seconde. Allez-y madame. C'est bon ? Oui. Donc je vais commencer par un exemple au niveau de ma présentation pour justement vous expliquer qu'est-ce que l'on peut faire et ensuite comment on peut faire et quels sont les préalables aussi à l'action. Donc je continue l'exemple du site BSL. Effectivement, je ne reviendrai pas sur ce qui s'est passé sur le site et notamment sur sa fermeture en 2002. Mais en 2010, Grand Soissons Agglomération a acquis le site. Donc vous voyez sur les photos de gauche le site dans son intégralité et notamment la photo qui est un petit peu en dessous, les halls P1, P2, P3. Donc en fait, Grand Soissons a donc acquis le site en 2010 et après plusieurs études préopérationnelles, a lancé une mise en concurrence pour la concession d'aménagement de ce site-là, et notamment portant sur l'invitation de 3 halls, P1, P2, P3. Donc SEDA a été attributaire de cette concession d'aménagement, dont le programme consistait en la qualification de ces halls, et notamment leur commercialisation à terme, de transformer cette hall industrielle en 34 cellules avec un rythme de commercialisation de 3 à 4 cellules par an, et ça donc de 2018 à 2026, parce qu'une concession c'est sur une durée un peu plus longue. Et bien à la date du 14 novembre 2022, nous avons 12 cellules qui sont vendues, 16 qui sont sous compromis et 4 qui sont sous option. Avec quand même une précision, pourquoi les compromis sont un peu longs ? C'est parce que dans le cadre des travaux, donc nous avons refait effectivement les bardages périphériques, que nous avons reculés notamment d'une travée pour permettre d'avoir une voirie périphérique abritée sous auvent. Ça, avec le concours d'une maîtrise d'œuvre qui est Cité Architecture et Romarde. D'ailleurs, pour les cités, Cité Architecture a eu le prix de la construction métallique sur cette opération-là, délivrée par l'Union syndicale française du syndicat des architectes en 2019. Et donc, nous cloisonnons à la demande en fonction des acquéreurs, et c'est pour ça que les durées des compromis sont un petit peu longues. Mais en fait, ce bâtiment industriel qui était effectivement
vides nous ont permis là de recréer une activité à l'intérieur économique. On est passé certes de l'industrie lourde à une activité plus artisanale, mais pour autant, vous voyez là les rythmes de commercialisation, nous allons pratiquement avoir tout vendu alors que nous sommes en fin 2022 et que la concession était censée aller jusqu'à 2026. Alors rapidement, une présentation de CEDA, parce que ce n'est pas le sujet effectivement de passer du temps sur notre présentation, mais on est une société d'économie mixte, départementale. Donc qu'est-ce qu'une société d'économie mixte? Eh bien, il y a mixte dedans, donc c'est que nous avons un capital qui est semi-public, semi-privé, avec un collège public qui représente 69% et privé 31%. Donc c'est une société qui a été créée à l'initiative du département et des collectivités locales dans les années 60 pour justement venir en appui des collectivités pour mener à bien leurs projets d'aménagement, construction et développement. Donc dans ce collège public, nous avons effectivement le département qui est majoritaire, mais aussi les collectivités, Grand Soissons Agglomération, communauté d'agglomération de Saint-Quentinois et d'autres EPCI. Et enfin, un collège privé. Et là, la particularité, c'est que nous avons certes la Banque des Territoires, nous avons aussi 2 chambres consulaires, qui sont la Chambre de commerce et la Chambre d'agriculture. Donc, Chambre de commerce, parce qu'effectivement, nous avons une vocation d'avoir des projets à développement économique. C'est très important d'échanger avec la Chambre de commerce, mais aussi la Chambre d'agriculture. Alors, à titre personnel, moi je suis fille d'agriculteur et femme d'agriculteur, donc je comprends très bien le problème rural et effectivement le problème agricole. Et là, pouvoir échanger avec un administrateur qui soit représentant de la Chambre d'agriculture, c'est très important pour nous dans nos projets d'aménagement. Donc, comme le disait tout à l'heure M. Constantin, donc, nous avons différents types de missions, la concession, le mandat, la conduite d'opération, la prestation de services, mais je ne vais pas revenir sur ces sujets, ce n'est pas l'obligation. Je vais plutôt m'attarder sur la concession d'aménagement. En fait, un État, une collectivité, un établissement public peut effectivement décider de concéder à un opérateur sa réalisation d'opérations d'aménagement. Ça, c'est au sens du code de l'urbanisme. C'est un contrat de commande publique, donc ça suppose qu'il y ait une mise en concurrence. Donc la collectivité devient ce qu'on appelle un concédant, l'opérateur un concessionnaire. Dans ce contrat, il y a un traité de concession qui va définir effectivement un programme, la manière dont ça va être réalisé, mais aussi un budget financier équilibré, et ça sur la durée de la concession. La durée de la concession, en général, est souvent liée au rythme de commercialisation. Si le rythme est plutôt lent, on va effectivement allonger cette durée de concession. 3 types de missions sont assurées par le concessionnaire. La maîtrise d'ouvrage à la fois de toutes les études, des procédures, des travaux, l'acquisition des biens. Vous voyez, j'ai noté en gras nécessaire à la réalisation, et on y reviendra un peu plus tard. Et enfin, la commercialisation des biens immobiliers. Parce qu'en fait, il faut trouver un modèle économique à cette opération-là pour que ce ne soit pas que de l'investissement public, qui est vraiment là, on soit vraiment dans un bilan dépenses-recettes. Je dépense effectivement, mais quelles sont mes recettes éventuelles? Et le déficit du budget, ce sera compensé à la fois par des subventions, du fonds friche, différentes subventions l'ANA, notamment quand on est en renouvellement urbain, et la participation d'équilibre de la collectivité. Alors, si je reviens un peu plus en détail dans la concession d'aménagement, donc je vous parlais de 3 blocs de missions. Donc, globalement, on a une gestion globale de l'opération sur à la fois les plans administratifs, comptables, financiers. Le module acquisition. Donc, nous, dans notre cas, on acquiert soit en direct, soit auprès d'un EPF. Donc, sur certaines concessions, notamment sur concession de renouvellement urbain de Soissons, on peut être amené à travailler avec le PFLO. Mais voilà. Mais dans le cadre de ces acquisitions, bien souvent, ces biens peuvent être occupés. Quand on est en renouvellement urbain, ça peut être effectivement des locataires, si c'est des immeubles d'habitation, ou alors, quelquefois, des commerçants. Ensuite, il y a tout le paquet, le bloc réalisation des études, des travaux, bon, ça c'est assez classique. Et à la fin, il y a toute la mise en place des moyens de commercialisation et la cession des biens. Parce que là encore, je vous le répète, l'objectif n'est pas de rester propriétaire. Après, le concédant, mais en fait, il ne nous donne pas un blanc-seing. Il y a quand même un pouvoir de contrôle. Alors, mon image est peut-être un peu exagérée avec un policier, mais on n'est pas du tout dans ce schéma-là. On est vraiment dans un relationnel comme un contrat de mariage, en fait. On est donnant-donnant, chacun ses prérogatives, et on œuvre ensemble, effectivement, au développement du projet. Donc, il y a des comités de suivi qui sont réguliers avec le concédant. Donc, à la fois dans ses services, par exemple, sur l'opération du village PME, on était plus avec la cellule de développement économique, puisque là, effectivement, il fallait en permanence réadapter peut-être les cellules ou les moyens de commercialisation, voir un peu le marché, comment il se passait. Le concédant va valider toutes les cessions, va nous donner un agrément, c'est-à-dire que nous, CEDA, concessionnaire, on ne décide pas seul à qui on vend.
Et puis, il y a des points réguliers, notamment annuels, de délibération du concédant sur notre compte rendu. Dans ce compte rendu, qu'est-ce qu'on y met? On y met à la fois tout le détail des dépenses que l'on a fait dans l'année et un budget des années à venir. Comment on voit? On recalibre quelquefois la stratégie. Alors, on est agile à la fois par rapport à l'évolution des choses, mais sans obligatoirement faire des virages à 180 degrés. Il faut quand même qu'on reste dans une logique. Mais pour autant, on adapte en permanence les choses au fur et à mesure du contexte. Et quand on sait actuellement le contexte que l'on vit, il est important d'avoir cette agilité-là. Donc, des exemples de concessions d'aménagement, déjà, elles peuvent être monocytes ou multisites. Alors, vous voyez sur les photos de droite des concessions qui sont plutôt monocytes. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur une ou deux parcelles, mais qui sont effectivement liées entre elles. Donc, Bohain-Vermandois, c'était une friche textile qu'on a requalifiée en espace public et une maison de santé. L'opération de Saint-Quentin, là, c'était une friche, là aussi, industrielle, qui était en plein cœur de ville, à proximité de la gare, où là, le parti a été effectivement de démolir pour recréer du logement collectif, des hébergements étudiants parce qu'on est à proximité de l'université, et puis un pôle plus économique effectivement, parce que là, il y a des enjeux au niveau du tertiaire. Bon. Donc voilà la programmation telle qu'elle était. Ensuite, nous avons des concessions d'aménagement multisites, et là notamment, nous sommes concessionnaires de 2 renouvellements de centres anciens, de 2 villes-cœurs de ville de l'Aisne, qui sont Château-Thierry et Soissons. Alors, si vous voyez la photo du bas qui représente Château-Thierry, vous allez me dire, oui, bon, là, vous faites une réhabilitation classique, c'est-à-dire que l'agence bancaire qui était inoccupée, vous y faites une maison de projet, et puis là-haut, vous réhabilitez des logements et vous les recédez à un bailleur social. Mais si je vous donne la diapo d'après, vous voyez qu'effectivement, les fronts de rue paraissent impeccables. Par contre, quand on va à l'arrière, on se rend compte effectivement d'avoir des cœurs d'îlots qui sont hyper construits, mal construits, avec des qualités d'habiter qui sont effectivement très détérioré. Nous avons là de l'habitat indigne, de l'habitat insalubre. En fait, globalement, on coche toutes les cases effectivement du mal logement. Et il faut arriver à travailler ces cœurs d'îlots pour redonner une vraie qualité d'habiter effectivement aux populations. Et donc, pour ce faire, là, on va avoir plusieurs actions sur le foncier qui vont être à la fois du travail sur l'acquisition amiable, parce qu'on n'est pas là non plus pour imposer tout. On va travailler sur l'expropriation avec différents dispositifs de DUP ou de la préemption. Là, dans le cadre effectivement, je vous donne l'exemple de Château-Thierry, nous sommes intervenus en direct sur cette maîtrise foncière parce qu'il n'y avait pas d'EPF. Si je reviens maintenant en arrière sur la concession de cœur de ville de Soissons, les 2 concessions de cœur de ville, elles traitent toutes les deux, peuvent traiter toutes les deux du commerce, de l'habitat, même si sur Soissons, on n'a pas d'habitat dégradé comme on peut l'avoir sur Château-Thierry, où là, c'est l'habitat médiéval, des marchands de sommeil. Sur Soissons, c'est pas ce que l'on connaît. Sur Soissons, là, je vous mets un premier exemple qui est la réhabilitation d'un commerce. Vous avez effectivement en photo de gauche le commerce dans son image historique. Il était malheureusement vacant depuis plusieurs années. Et là, en fait, dans le cadre de cette concession, nous avons réhabilité cet immeuble et nous avons signé un bail en état futur d'achèvement avec un commerçant qui va effectivement remettre là du commerce dans cette rue 57 rue Saint-Martin, qui est une rue très commerçante sur le Soissonnais. Et ce qui est intéressant dans cette concession, c'est qu'effectivement, au préalable de cette mise en concurrence, il a fallu que là, la ville définisse son périmètre d'intervention. C'est la photo que vous avez là à droite. C'est qu'à la mise en concurrence, la collectivité a bien déterminé le périmètre dans lequel elle voulait agir, pour qu'on ait une maîtrise ciblée. Que ce soit EPF ou nous, l'intérêt n'est pas d'être propriétaire de tout, et notamment de le porter très longtemps. Mais par contre, ça donne effectivement une vision, parce que là, la collectivité s'est appuyée sur des études pour savoir ce qu'elle voulait faire de son cœur de ville, ce qu'elle voulait traiter en priorité, et quels étaient les sites à enjeu. C'est ce que vous voyez en bleu un peu plus noté. Là, dans la particularité de Soissons, c'est que Soissons maîtrisait énormément de foncier. Et là, ça nous donne une légitimité d'action, un droit de regard sur les bâtiments et sites à enjeu. Ce qui fait que dans cette concession, la particularité aussi, c'est qu'on a fait pas mal d'études pour dire ce que l'on pouvait faire de chaque site et comment on pouvait le faire. Et là encore, ce que je vous disais en préambule, c'est que l'idée n'est pas que la collectivité fasse tout, mais qu'elle soit une roue d'engrenage pour que le privé, et surtout dans le dispositif cœur de ville où il peut y avoir des dispositifs fiscaux, des subventions, elle fasse aussi à la place d'eux. Mais au moins, elle a déjà une feuille de route, enfin le privé qui arrive, il a une feuille de route. Et en fait, nous, dans nos travaux de concession de renouvellement urbain, on va avoir plusieurs phases. Soit on fait que les études, soit on fait les études et on commence à faire un peu de démolition, soit on va jusqu'à faire des plateaux aménagés, soit on va jusqu'à la fin et on cède des logements complètement finis.
Mais tout ça, ça doit se définir dans un programme. Et le programme doit se définir lui-même sur des diagnostics, à la fois socio-économiques, pluriels, sur le recensement des besoins. Et tout à l'heure, on parlait beaucoup de vision globale. De la même manière, le programme doit s'intégrer dans la vision globale de la ville, puis après, au niveau du périmètre. Et enfin, un bilan financier. Effectivement, il faut savoir là quelles vont être les pressions financières, quel risque d'être le coût à la fois d'acquisition si on est dans des mesures plus coercitives, le coût de réhabilitation, quelles pourraient être les recettes potentielles. Donc ces éléments sont nécessaires à cette mise en concurrence. Et ces éléments-là, en fait, on ne va les avoir que par des études préopérationnelles. Donc je rebondis aussi sur le fait que cet après-midi, vous avez une présentation d'ingénierie du territoire, notamment le CE, qui font aussi ces études préopérationnelles ou ces études de faisabilité. Et nous, on va être sur des études préopérationnelles. Tout à l'heure, Valère Pelletier en parlait aussi sur les friches. On a besoin de diagnostic de pollution, on a besoin de connaissances du site, de ce que l'on peut faire, à la fois pour bien valider le programme. Donc là, vous avez par exemple les études du port de plaisance de Saint-Quentin, où il est important de définir la pollution, parce que la pollution détermine aussi l'usage qu'on pourra en faire. Il y a des terrains sur lesquels on ne pourra pas mettre d'habitat à terme, mais qu'on pourra mettre un peu plus tard. Donc, toute cette connaissance-là est importante. Sur Villers-Cotterêts, là, nous avons fait des études de faisabilité sur des immeubles de cœur de ville ou silos de gare, pour voir qu'est-ce que l'on peut faire aussi. De la même manière, sur les anciennes nacieries d'Hirson, là, la collectivité va avoir une feuille de route avec un bilan financier de ce qu'elle pourra faire et une programmation. Et enfin, si je prends l'exemple de la friche Nexan de Chauny, là, ce qui était important, c'était, et là en partenariat avec le PFLO, la Com d'Aglo et la ville de Chauny, c'était pour la collectivité de disposer notamment d'argumentaires vis-à-vis d'un industriel qui a envie de vendre son foncier. Parce qu'effectivement, j'ai rien contre les Parisiens, mais globalement, les grands groupes qui sont parisiens ont une valeur foncière de leur site effectivement dans nos communes, qui n'est pas du tout en corrélation avec un vrai bilan de ce que ça va pouvoir coûter à la collectivité. Donc c'est important, effectivement, si je veux insister là-dessus, c'est important pour vous, collectivités, que vous sachiez ce que vous pouvez faire d'un terrain, mais basé sur des diagnostics importants, et qu'après, vous puissiez définir de quelle maîtrise foncière vous allez vouloir disposer. Voilà, je vous remercie. Et merci à vous, Nathalie Tanière, pour cet exposé à la fois sur les stratégies possibles et sur les savoir-faire de la CEDA. Avez-vous des observations, des questions, des contributions, des objections même à ce qui a été dit sur ce sujet des friches que nous venons de traiter? Monsieur, ici, est-ce qu'on a un micro dans la salle? Oui, il est là-bas. Alors, donc ça se passe de ce côté. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la question de monsieur là-haut. Ne bougez pas, monsieur, et remontez un petit peu, si vous voulez bien. C'est une question de proximité des micros pour pas trop perdre de temps. Et puis ensuite, si vous voulez bien vous manifester, voilà, monsieur au 6e ou 7e rang, et qui porte un vêtement blanc. Bonjour, monsieur. Bonjour, Vincent Salin, Chambre de commerce et industrie de l'Oise. J'avais une question par rapport à ce qui avait été évoqué tout à l'heure sur les problématiques de disparition du dernier exploitant et d'exploitants en cessation d'activité. Donc je pense que vous faisiez référence aux installations classées pour la protection de l'environnement. Est-ce que vous ou d'autres structures avez déjà des retours d'expérience sur le dispositif des tiers demandeurs qui permettent de se substituer aux exploitants qui ont disparu? Et peut-être une question d'ordre plus d'actualité, est-ce qu'on risque pas de voir apparaître des friches, on va dire énergétiques, c'est-à-dire des friches qui apparaîtraient en raison de problématiques d'isolation qui rendent leur coût d'utilisation tellement élevé, que ce soit des habitations mal isolées ou autres, que en fait, ces bâtiments seraient en déshérence à cause de leur coût d'utilisation. Valère Pelletier, directeur adjoint de l'EPFLO. Alors, sur la première partie de la question et sur la procédure de tiers demandeur, alors on est passé rapidement tout à l'heure, mais c'est vrai que sur toutes ces installations industrielles classées pour la protection de l'environnement, on a différents outils qui existent. Le tiers demandeur en fait partie. Aujourd'hui, ce n'est pas l'outil préférentiel utilisé. Pour autant, on a déjà des opérations sur lesquelles on travaille où il y a des discussions
pour mettre en place ce dispositif. Alors, c'est pas pour rentrer dans le détail, mais simplement se dire que en réalité, c'est qu'un dispositif parmi d'autres, et il existe, alors c'est souvent très compliqué, on se fait accompagner par des spécialistes, des avocats spécialistes sur ces sujets-là, des possibilités aussi en fait, de répartir les charges, puisqu'en fait, ce qui va se passer, c'est que le dernier exploitant, lui, va avoir une obligation, en règle générale, de remise en état pour un usage industriel qui n'est pas suffisant eu égard au projet de la collectivité. Donc, il y aura un complément de travaux à réaliser. Pour éviter qu'en réalité, il y ait deux séries de travaux qui se succèdent avec des coûts qui, parfois, en fait, vont se cumuler alors qu'une partie pourrait être mutualisée, on réfléchit souvent à se dire, nous, on peut prendre en charge la totalité des travaux sous réserve que l'exploitant paye la partie qu'il aurait eu à réaliser. Et du coup, on est amené à créer et à rédiger des protocoles un peu compliqués de partage en fait de ces obligations. L'exploitant reste le redevable légal de sa cessation d'activité et des obligations légales. Pour autant, après, dans la prise en charge financière et technique, tout est possible en fait. Donc c'est des sujets qu'on évoque et sur lesquels on travaille. Et sur la deuxième partie de la question, sur les friches énergétiques, en réalité, on voit bien que les friches, aujourd'hui, on parle beaucoup de friches industrielles parce que c'est le résultat de l'histoire en fait, de la déprise industrielle. Mais demain, on peut tout à fait imaginer que les friches commerciales ou les friches de logistique seront la norme, puisqu'on sera passé à un autre modèle qui sera plus le modèle logistique. Enfin, c'est assez difficile et un peu spéculatif, mais il est certain que les friches de demain, aujourd'hui, on ne les connaît pas forcément. On peut imaginer faire des exercices de prospective, mais ce ne seront pas les mêmes et les modes de traitement seront sans doute différents. Et en effet, c'est le marqueur d'une époque, en fait, à chaque fois, les friches. Voilà. Où êtes-vous, monsieur? Monsieur, bonjour. Vous avez un petit bouton qu'il faut pousser vers le haut. Vous m'entendez bien? Parfaitement bien. Donc bonjour, Alan Ségur, chef de projet Petite Ville de demain pour le Val de l'Aisne. J'ai une question pratico-pratique concernant Petite Ville de demain et l'opération de revitalisation du territoire à destination tout particulièrement de l'EPFLO. Est-ce que, oui ou non, une commune signataire d'une ORT peut solliciter à titre individuel, sans passer par la communauté de communes, l'EPF? Et aussi une remarque concernant les friches. Vous disiez qu'il fallait arriver avec un projet pour savoir si c'était... arriver avec un projet avant de solliciter l'EPF ou le fonds friche. Il y a une difficulté, je pense, pour les petites communes, c'est d'établir un dossier très précis et très construit, alors que le coût de pollution, le coût de dépollution, bref, même le coût de l'étude et pas forcément connu, donc ça peut refroidir certains projets, donc l'impression de peut-être aller dans le mauvais sens. Alors, Jean-Marc Descottes nous a rejoint, il est le directeur de l'EPFLO, pour répondre à cette question très précise. Est-ce que dans le cadre de Petite Ville de demain ou de toute opération assimilable, une commune peut saisir l'EPFL sans passer par la Comcom ou la Com d'Aglo? La question, ce n'était pas tout à fait ça. C'est est-ce qu'une commune non adhérente aujourd'hui à l'EPFL, donc non intégrée au périmètre, pourrait en bénéficier? Alors, on a des disputes avec l'appui de l'association. Et voilà. Il y a eu un texte qui est passé qui permet en fait aux EPF d'État d'intégrer dans leur périmètre des périmètres ORT, donc type Petite Ville de demain. On se bagarre, et on se bagarre vraiment, et on voudrait vraiment pouvoir aboutir, pour avoir le même dispositif pour les EPF locaux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On avait, pour qu'un territoire puisse adhérer à un EPF local, jusqu'à la loi NOTRe, pouvaient adhérer à un EPF local les EPCI qui avaient les trois compétences, enfin qui avaient la compétence PLH. On s'est battu pour faire tomber cette affaire-là, et en disant l'objectif c'est de couvrir l'ensemble du territoire, donc on voudrait que tout EPCI à fiscalité propre puisse adhérer à un EPF local. L'État nous a entendus, on a réussi après s'être beaucoup bagarré à faire passer un amendement qui est passé, sauf qu'on s'est fait avoir dans l'affaire, puisque l'État a dit non, maintenant c'est les EPCI, donc on interdit, et c'est qu'on est complètement antinomique avec la volonté de l'État de couvrir tout le territoire.
on interdit aux communes isolées d'intégrer de manière isolée un EPF local. Et on voudrait, et on profite de cette journée pour le redire, en disant que c'est une aberration totale. Il y a plein de communes qui sont dans des EPCI, quand l'EPCI n'a pas décidé d'adhérer et qu'on est dans des communes, notamment les petites villes de demain, mais pas que, des centres-bourgs, des communes où il se passe des choses, des communes où la collectivité est un vrai projet, eh ben, elle est pénalisée par cette absurdité qu'on ne comprend pas, et on n'en comprend pas les raisons, de dire effectivement il faut que l'EPCI... Alors, on plaide, tous les directeurs d'EPF locaux qui sont dans la salle plaident là-dessus. Il y a une cohérence, puisque l'aménagement du territoire, il se fait à une échelle plus large. Donc il y a une cohérence à ce que ce soit plutôt les EPCI qui adhèrent à un EPF local. Il y a une cohérence au PLUIH, et il y a une cohérence à ce qu'il y ait une politique de l'aménagement du territoire à l'échelle des EPCI, c'est pas chacun chez soi, mais il n'empêche que on est quand même pragmatique et on est là pour faire avancer les dossiers. Une commune qui est petite ville de demain, alors est-ce que l'État devrait dire si vous êtes petite ville de demain, vous ne pouvez pas être petite ville de demain si vous n'êtes pas adhérent à un EPF peut-être, et le conditionner. Alors ça serait peut-être une solution, mais aujourd'hui, il y a un certain nombre de territoires sur lesquels on est bloqué. Voilà. Cette matinée touche à sa fin. On va pouvoir participer au cocktail déjeunatoire qui se trouve à l'endroit où nous nous sommes retrouvés tout à l'heure pour le café. Les travaux reprendront ici même à 14h. Mais avant, vous vouliez préciser quelques éléments. Oui, voilà. Alors Valère disait tout à l'heure, on a un rôle d'ensemblier d'acteurs. Hein, effectivement, on ne peut pas faire tout seul. On a associé un certain nombre de partenaires à ce séminaire. Et on leur a proposé, et ils l'ont accepté, de tenir des stands. Bon, comme ça, vous pourrez les rencontrer pendant l'heure du midi. Hein. Il y a des plateaux qui vont passer. Et je voudrais les remercier. Hein. Donc il y a effectivement l'Association nationale des EPF. Il y a un certain nombre de directeurs d'EPF locaux qui sont présents. Donc si vous voulez des témoignages de ce qui se passe ailleurs, vous pourrez aussi les rencontrer. La CEDA, hein, que Nathalie Tanière a présenté tout à l'heure. La Banque des Territoires, qui est parmi nous également, l'Union régionale de l'habitat, hein, on a un certain nombre de bailleurs sociaux et on est effectivement très partenaire avec beaucoup d'opérations sur le logement social. L'Agence régionale Hauts-de-France, hein, qui était représentée tout à l'heure par Sébastien Lavoine, les services de l'État, on travaille beaucoup et de manière très constructive avec les services de l'État localement, hein, il faut le souligner. Hein. La SAFER, hein, que j'ai vu tout à l'heure, il y a 2-3 représentants de la SAFER. Les CIE, on a mis en place une action sur le patrimoine avec les 2 CIE de l'Oise et de l'Aisne. On a un axe patrimoine de notre PPI et on travaille de plus en plus avec les architectes des bâtiments de France. Donc il y aura les CIE. Donc on parlait tout à l'heure de cette ingénierie locale, de conseil, etc. Et puis la Chambre de commerce et d'industrie qui est également là. Donc n'hésitez pas à aller les rencontrer. Et puis on se retrouve, comme je disais tout à l'heure, vers 14h. Merci pour ces précisions, Jean-Marc Descottes, donc directeur général de l'EPFLO. Merci aussi à Nathalie Tanière, la directrice de la CEDA, à Valère Pelletier, le directeur adjoint de l'EPFLO, et à Alain Crémont, le maire de Soissons, sous vos applaudissements, bien entendu.